Bonjour à tous, ici Morgiane. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'affaire Chloé Ayling. Un mannequin britannique qui a attiré l'attention internationale en 2017 en raison de son enlèvement au cours d'une séance photo en Italie. I've been through a terrifying experience. I feared for my life second by second, minute by minute, hour by hour. Vous allez le voir, dans cette histoire, on trouve une jolie jeune femme qui a tout pour elle. Un beau jour, elle se fait kidnapper et séquestrer par une mystérieuse organisation qui compte la vendre comme esclave sur le dark web. On dirait presque un scénario de film. Serait-elle tombée entre les griffes d'un dangereux réseau de trafic humain ? Vous allez le voir, l'affaire Chloé Ayling est plus mystérieuse et complexe qu'il n'y paraît. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner. D'habitude, je n'en parle pas en début de vidéo, mais il faut dire que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos régulièrement chaque semaine sans être abonnés. Alors allez-y, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. En vous abonnant, vous m'aiderez à faire connaître et grandir la chaîne sur YouTube. Allez, sur ce, accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête sur la mystérieuse affaire de l'enlèvement de Chloé Ayling. Chloé Ayling, 20 ans, est une jeune modèle anglaise qui a beaucoup de succès dans ce milieu. Depuis 2016, elle travaille pour l'entreprise Super Model Agency et petit à petit, elle est devenue la chouchou de l'agence de mannequinat. C'est à elle qu'on propose les contrats les plus intéressants. En ce jour du 10 juillet 2017, Chloé est surexcitée. Elle est dans l'avion qui va l'emmener en Italie, à Milan, l'une des capitales mondiales de la mode au même titre que New York ou Paris. Son agence l'envoie là-bas pour un shooting photo avec André Ladio, un photographe de mode italien qui compte la payer 700 € la séance. Chloé est plus que ravie d'être là. Elle va certes à Milan pour le travail, mais compte bien en profiter pour visiter cette ville du nord de l'Italie, capitale de la Lombardie. Déambuler dans les rues à la recherche des plus grandes maisons de couture telles que Versace et Prada pour ne citer qu'elles, assister pourquoi pas à une représentation au théâtre de la Scala et déguster un bon tiramisu en terrasse, histoire de goûter un peu à la fameuse Dolce Vita. La jeune femme se fait déjà plusieurs plans pour allier travail et plaisir. Mais Chloé est avant tout une professionnelle, alors le travail avant tout. Dès sa sortie de l'aéroport, elle se dirige vers le studio photo d'André Lasio. Elle galère un peu à trouver la bonne adresse, mais finit par atterrir au bon endroit. Au moment où elle sonne à la porte, elle ne se rend pas compte que deux hommes entièrement vêtus de noir et portant des masques de ski s'approchent discrètement derrière elle. Lorsqu'elle les aperçoit, il est déjà trop tard. Un des hommes l'attrape par derrière et lui plaque la main sur la bouche pour l'empêcher de crier à l'aide, pendant que le deuxième lui saisit le bras et lui injecte de la kétamine, une drogue anesthésiante qui a des propriétés hallucinogènes et dissociatives et qui fait dormir. Autant vous dire qu'après l'injection, Chloé se retrouve dans un état d'extrême vulnérabilité, son corps ne répond plus et elle perd connaissance. Quand elle se réveille, le cauchemar ne fait que commencer. Elle est pieds et poings liés dans le coffre d'une voiture et ses ravisseurs l'ont placée dans un grand sac en toile noire et lui ont scotché la bouche. Sous l'effet de la drogue, Chloé sombre de nouveau dans le sommeil. La voiture roule pendant près de 2 heures, jusqu'à arriver dans une petite ferme au fin fond de la campagne près de Turin, dans le village de Viu. Avant d'aller plus loin dans le récit de la captivité de Chloé, nous allons nous intéresser d'un peu plus près au profil de la jeune femme pour comprendre en quoi elle était une cible parfaite pour ses ravisseurs. Mais qui est Chloé Ayling ? Chloé Ayling naît le 25 novembre 1997 à Coulsdon, une petite ville au sud de Londres. Sa mère, Beata, est polonaise et son père anglais. Alors qu'elle n'est qu'une toute jeune enfant, son père l'abandonne, elle et sa mère, donc Chloé grandit et s'épanouit essentiellement grâce à sa maman.
Son enfance est des plus normales, elle a de bonnes notes à l'école et est même décrite comme une élève studieuse. Elle est une personne réservée, un peu timide et elle aime le sport tel que la natation et l'équitation et pratique beaucoup d'activités de plein air. Cette vie de fille sage et bien rangée s'arrête définitivement à l'adolescence puisqu'à partir de 16 ans, le comportement de la jeune fille change. Elle met de côté ses études qui ne deviennent plus sa priorité. Elle préfère enchaîner les soirées entre amis et commence à boire et à fumer. À cette période, elle se met en couple avec un certain Connor de qui elle tombe enceinte à l'âge de seulement 17 ans. Le couple décide de garder l'enfant et pendant la grossesse, c'est quand même compliqué pour Chloé de continuer à allier cours et grossesse et elle n'a pas la capacité de passer son baccalauréat. Elle donne naissance à son fils Ashton et 6 mois plus tard, le couple qu'elle forme avec Connor bat de l'aile et les deux finissent par se séparer. La jeune femme se retrouve alors mère célibataire à seulement 18 ans. Mais heureusement, elle peut compter sur l'aide de sa mère pour l'aider à élever son fils. C'est ainsi qu'elle reprend le chemin du lycée, qu'elle obtient son baccalauréat et entame des études universitaires dans le domaine de la psychologie et de la musique. C'est en étudiant la musique qu'elle se passionne pour une toute autre forme d'art, la photographie. Et là, elle s'y met à fond. On se remet dans le contexte, on est en 2015 à l'ère des réseaux sociaux qu'elle inonde de photos d'elle-même. Elle n'hésite pas à s'exposer et se décrit comme une influenceuse mode, beauté et lifestyle. C'est de cette façon qu'en 2016, elle se fait repérer par l'agence Supermodel Agency qui appartient à un riche homme d'affaires du nom de Phil Green. Chloé a beaucoup de succès auprès des clients de l'agence. Il faut dire qu'avec ses longs cheveux blonds épais, ses formes pulpeuses et harmonieuses, elle correspond à ce que recherchent les tabloïds anglais. Revenons maintenant à Chloé, donc, qui un beau jour vient au travail et son patron Phil Green a une proposition pour elle. Un certain photographe italien du nom d'André Lazio souhaite faire un shooting photo avec elle dans un studio parisien dans le cadre d'une publicité d'automobile. Quand Chloé entend le mot Paris, ça clignote dans sa tête. Elle a toujours rêvé de visiter la capitale française. Elle accepte sans aucune hésitation. C'est ainsi que le 20 avril 2017, elle s'envole direction Paris. Lorsqu'elle arrive à l'aéroport, le photographe a tout prévu puisqu'il a engagé quelqu'un pour assurer le transfert de Chloé vers son hôtel. Elle séjourne tout frais payé au Madeleine Plaza, un hôtel 4 étoiles en plein cœur de Paris, non loin de la mythique place Vendôme et du boulevard Haussmann. Chloé vit un rêve éveillé. Malheureusement, si vous vous souvenez bien de ce jour-là, le 20 avril 2017, c'est une date très dramatique pour la France. Car ce soir-là, si vous vous en souvenez, il y a un attentat en plein cœur des Champs-Élysées. Un homme armé d'une Kalachnikov vise un fourgon de police tuant un agent. C'est la pagaille, le pays est en alerte. Donc forcément, le photographe décide d'annuler le shooting prévu le lendemain parce que le contexte ne s'y prête plus. Le 21 avril 2017, il la renvoie donc à l'aéroport et il lui verse quand même 600 € de compensation, ce qui est correct. Bon, Chloé est forcément un peu déçue que son séjour parisien soit ainsi écourté, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et la chance lui sourit quelques mois plus tard, puisque Phil Green, son patron, est de nouveau contacté par ce André Lazio. L'homme est actuellement à Milan et souhaite toujours collaborer avec Chloé Eiling. Et la suite, vous la connaissez, elle se rend au studio et se fait enlever. Voyons maintenant ce qui arrive à la pauvre Chloé entre les mains de ses ravisseurs. Premier jour de captivité. Le lendemain de son enlèvement, le 11 juillet 2017, Chloé Eiling émerge de son profond sommeil, puisque je vous le rappelle, elle a été droguée. Elle est allongée à même le sol, les mains attachées derrière le dos et la cheville menottée à un meuble. Elle a à peine le temps de comprendre ce qui lui arrive en découvrant son nouvel environnement qu'elle entend des pas s'approcher derrière la porte close. Un homme entre et contrairement à ses ravisseurs de la veille, celui-ci n'a pas pris le soin de dissimuler son visage. Il s'agit d'un homme plutôt grand, aux cheveux châtains et aux yeux bleus, un peu typé homme de l'Est. Avec une froideur déconcertante, l'homme se présente comme étant André Lazio, le photographe. Il lui explique qu'en réalité, il n'a jamais été question d'un quelconque shooting photo
et qu'en fait elle s'est faite piéger. En réalité, il appartiendrait à une organisation secrète roumaine, le Black Death Group, qui kidnappe des jolies jeunes femmes du monde entier pour les vendre aux enchères sur le dark web comme esclaves pour des hommes riches. Hormis les propos effroyables de cet homme, ce qui frappe également Chloé, c'est son accent. Elle identifie un accent de l'Est et pense même précisément qu'il doit être d'origine polonaise, car rappelez-vous, Chloé est aussi d'origine polonaise, alors elle reconnaît tout de suite cet accent un peu spécial. Vous remarquerez que c'est tout de même étrange pour un homme prénommé André Lazio et qui prétend être italien. En tout cas, après avoir fait son petit discours de bienvenue, si on peut l'appeler comme ça, l'homme s'en va sans un mot de plus et laisse Chloé seule dans la pièce, sans eau ni nourriture, alors qu'on est en plein été et qu'il fait très chaud. Deuxième jour de captivité. Chloé est affaiblie. Elle a été droguée et abandonnée dans une pièce lugubre. Elle n'a ni bu ni mangé depuis une journée entière. Attachée à un meuble, elle n'a d'autre choix que de s'uriner dessus quand le besoin s'en fait sentir. Ses vêtements sont trempés d'urine, ça sent mauvais, elle est crevée et surtout elle est tétanisée. Elle se demande bien comment elle va se tirer de ce sacré pétrin. Le deuxième jour, André Lazio vient la voir. Il lui apporte de l'eau et raconte un peu plus en détail son affaire de trafic humain. Il explique à la jeune femme que depuis quelques années, il s'est lancé dans ce business fort juteux et qu'en peu de temps, il est devenu multimillionnaire. Il indique aussi que les enchères pour la vente de Chloé sont montées à 300 000 $, une somme conséquente. Elle va lui rapporter gros et que bientôt, Chloé va sûrement se retrouver expédiée à bord d'un cargo direction le Moyen-Orient où ses clients de là-bas raffolent des beautés de l'Est. Chloé crie, elle se débat, elle essaie de se libérer de ses liens, mais son kidnappeur lui rit au nez. Il lui dit que si elle tente de s'enfuir, déjà elle s'en prendra à sa famille, à son fils, à sa mère, et que de toute façon, ils sont actuellement dans un trou paumé au fin fond de la campagne italienne, que les voisins les plus proches sont à des kilomètres de là, et qu'elle peut crier autant qu'elle le souhaite, personne ne peut l'entendre de toute façon. Du 3e au 5e jour de captivité. Avec les jours qui passent, petit à petit, André Lazio relâche sa garde et devient un petit peu plus sympa avec Chloé. Il la détache, l'autorise à aller à la salle de bain pour se doucher, pour se laver, et il va même jusqu'à lui préparer le petit déjeuner et le prendre avec elle. Il l'emmène aussi dans un magasin pour lui acheter des chaussures. À ce moment-là, Chloé ne prend pas la décision de s'enfuir malgré les quelques opportunités qui se présentent devant elle parce qu'elle a peur que le Black Death Group la retrouve et la tue. En quelques jours à peine, on remarque donc que le comportement d'André change du tout au tout. Cette fois, il se veut rassurant et lui dit que finalement, il n'est plus sûr que la vendre sur le dark web est une bonne idée. Selon lui, le Black Death Group a fait une grave erreur en la prenant pour cible et que peut-être finalement elle ne sera pas vendue. Chloé sent que ce revirement de situation est à son avantage, mais elle essaie d'élaborer un stratagème par instinct de survie. Elle ne s'emballe pas tout de suite, elle essaie de rester rationnelle. Parce qu'elle est dans une situation périlleuse, alors elle tente de coopérer et de se rapprocher de son ravisseur, de lui faire croire qu'elle s'intéresse à lui, à son histoire, dans le but qu'il relâche sa garde, et ça fonctionne. Elle se dit qu'avec un peu de chance, elle va peut-être finalement pouvoir s'en sortir. Le soir, le jeune homme lui propose de dormir dans un vrai lit. En fait, pour être plus précise, il lui propose de dormir avec lui dans son lit. La jeune femme hésite, et on peut le comprendre, en fait, elle a peur qu'il abuse d'elle. Finalement, dans sa stratégie d'essayer de coopérer, elle accepte, et heureusement pour elle, il ne lui fera rien du tout. 6e jour de captivité. Le 6e jour de sa captivité, Chloé, qui commençait à être mise en confiance et à croire que les choses pourraient tourner à son avantage, vit une vraie désillusion. Parce que ce jour-là, André Lazio est redevenu aussi froid et menaçant qu'au premier jour. Sans un mot, il prend la jeune femme, la remet dans le grand sac de sport en toile et la jette violemment dans le coffre de sa voiture. Chloé est paniquée, elle pense que c'est la fin. André va sûrement la tuer et se débarrasser de son corps, dans les bois peut-être, là où personne ne va la retrouver. Mais la voiture s'arrête. La jeune femme s'attend au pire. André ouvre le coffre, la fait sortir, la jette par terre et il s'en va. Oui, il la laisse là,
sur le sol et prend la fuite à bord de son véhicule. Chloé regarde autour d'elle et elle se rend compte qu'en fait elle est en ville, à Milan, tout juste devant le consulat britannique. Ouf, elle est sauvée. Selon une deuxième version, pour laquelle j'ai trouvé un peu moins de sources fiables, André aurait d'abord emmené Chloé boire un café en terrasse en plein cœur de Milan avant de la déposer tranquillement devant le consulat de Grande-Bretagne. Mais cette version me paraît un peu bizarre dans la mesure où Chloé par la suite racontera bien que le dernier jour, elle a vraiment cru qu'elle allait mourir. Révélation de l'enquête. Le 18 juillet 2017, la police arrête le prétendu André Lazio, qui n'est en fait qu'un nom d'emprunt pour cacher la véritable identité de Lucas Pavel Erba. L'homme est retrouvé en Angleterre à Oldbury, dans le quartier de Sampton Close. Il est inculpé pour séquestration, enlèvement et extorsion de fonds. Lucas Erba est en fait un programmeur informatique polonais de 30 ans qui vit au Royaume-Uni. Il s'avère que l'organisation Black Death Group, dont il a parlé à Chloé, n'a en réalité jamais existé. Il a totalement inventé cette histoire du début jusqu'à la fin. Il n'y a jamais eu de vente aux enchères non plus sur le dark web, et le but de ça, c'était d'obtenir la coopération de Chloé. La vérité, c'est qu'il a vu plusieurs photos de Chloé dans des magazines, et il a eu un véritable coup de foudre pour elle. Il était complètement obsédé par la jeune femme. Il explique qu'il l'a enlevée juste pour la voir en vrai et la garder auprès de lui pendant quelque temps. Il voulait aussi, par-dessus le marché, se faire de l'argent, alors il aurait en fait envoyé une demande de rançon à Phil Green, le patron de Chloé. Monsieur Green aurait rapidement prévenu la mère de la jeune femme, Beata, ainsi que les autorités et le consulat britannique à Milan. La police italienne s'est rendue à l'adresse du studio photo, qui en fait n'était pas un studio. Ils y ont trouvé quelques affaires de Chloé. Mais le temps que la procédure se lance vraiment, que l'enquête commence, Chloé avait déjà été libérée 6 jours plus tard. Lucas avait bien un complice, son frère Michael Konrad Erba, puisque rappelez-vous, ils étaient deux au moment du kidnapping. Michael sera par la suite extradé vers l'Italie en 2018 dans la perspective de son procès. Le procès des kidnappeurs. Lucas Erba est condamné en Italie à 16 ans et 9 mois de prison. En appel, sa peine sera réduite à 12 ans et 1 mois d'emprisonnement. Certainement grâce ou à cause des doutes autour de l'histoire racontée par Chloé. J'en dis pas plus, je vous parlerai un peu plus tard de toutes les polémiques par la suite dans la vidéo. Michael, quant à lui, est condamné à 16 ans et 1 mois d'emprisonnement, une peine qui elle aussi sera nettement réduite à 5 ans et 8 mois suite à sa procédure d'appel. Vraie victime ou vraie menteuse ? En 2017, l'histoire incroyable de l'enlèvement de Chloé Ayling fait la une de tous les médias britanniques. L'affaire fascine autant qu'elle questionne, car la victime n'hésite pas à faire plusieurs plateaux télé pour raconter son histoire, allant même jusqu'à participer à la célèbre émission du Dr Phil aux États-Unis. Chaque fois qu'elle apparaît, Chloé est toute pimpante, rayonnante, tout sourire, et ça fait jaser. Elle ne correspond pas du tout à l'image qu'on se fait d'une femme traumatisée qui a vécu l'enfer pendant 6 jours. Concernant le fait qu'elle ait l'air heureuse, voici ce que Chloé déclare à ceux qui l'ont critiquée. C'était vraiment ce que je ressentais à l'époque. J'étais heureuse d'être à la maison, j'étais heureuse que ce soit fini. Alors pourquoi ne devrais-je pas sourire ? Elle n'a pas tort, mais vous savez ce que c'est de nos jours. Dès qu'on sort un peu des stéréotypes, ça fait parler. Certains journalistes et internautes commencent à se demander si son enlèvement ne serait pas une mise en scène orchestrée par Chloé elle-même avec la complicité de Lucas et Michael dans le but de faire décoller sa carrière et d'accéder à la célébrité. Des rumeurs circulent alors sur le fait qu'elle aurait été aperçue pendant la période de son supposé enlèvement, se baladant main dans la main avec Lucas dans les rues de Milan. Soyons d'accord, ce ne sont que des on-dit, il n'y a jamais eu aucune preuve concrète à ce sujet, et d'ailleurs, les enquêteurs ont conclu que l'enlèvement de Chloé Ayling a véritablement eu lieu. Dans la presse, elle est même carrément ridiculisée. Et même Lucas, lui, en profite puisqu'il se défend durant son procès en disant que c'était un plan qu'ils avaient élaboré à deux, qu'il voulait l'aider à surmonter ses difficultés financières en l'aidant à faire propulser sa carrière et en lui donnant l'argent de la rançon. Mais encore une fois, j'insiste, il n'y a aucune preuve qui va dans ce sens.
Et le médecin qui a examiné Chloé confirme qu'elle présente bien une trace d'injection sur le bras et l'analyse de ses cheveux et de ses ongles ont montré qu'on lui a bel et bien administré de très fortes doses de kétamine pour la neutraliser. 1 an après son enlèvement, Chloé sort un livre intitulé Kidnapped, un ouvrage de 288 pages dans lequel elle raconte en détail sa version de l'histoire, celle d'une victime qui a subi 6 jours d'horreur absolue. Elle explique vouloir s'exprimer après avoir été traînée dans la boue par les médias et l'opinion publique afin de rétablir la vérité. En août 2018, elle participe à la 22e saison de l'émission Celebrity Big Brother, où elle se confie devant les caméras sur cet épisode traumatisant de sa vie. Sachez enfin qu'avec l'accord de la principale intéressée, l'histoire de Chloé Ayling a aussi été adaptée à la télévision britannique puisqu'une série télévisée de 6 épisodes, Kidnapped The Chloé Ayling Story, a été diffusée sur la BBC en août 2024, de quoi relancer le débat autour de cette mystérieuse affaire. Et je pense aussi que c'est dû au fait de cette série télé que Internet s'est de nouveau intéressé à cette histoire sur laquelle moi je suis tombée dessus un peu par hasard. Plus de 7 ans après les faits, Chloé s'est reconstruite et a su surmonter le traumatisme de l'enlèvement et de la séquestration. Elle revient sur la réaction des médias à l'époque. J'ai l'impression que ma voix n'a jamais été entendue à l'époque. Elle était vraiment maîtrisée par la négativité sur la façon dont je m'habillais ou sur la façon dont je me présentais ou sur le fait que je n'étais pas émotive. Alors je vous pose la question à vous. Croyez-vous en l'histoire de Chloé ou doutez-vous de la véracité des faits? Pour ma part, j'ai et j'aurai toujours tendance à croire les paroles de la victime. Oui, la jeune femme n'a pas réagi comme une victime standard, mais je pars du principe qu'on a tous finalement une façon de réagir différemment face au traumatisme. Donc, qui sommes-nous pour juger si son comportement après l'enlèvement est acceptable ou non? Chloé s'est faite traiter sans aucun détour de menteuse et je pense que son métier, sa façon de s'habiller n'y sont pas pour rien. C'est une femme qui dévoile ses atouts, qui se maquille beaucoup, comme vous avez pu le voir sur certaines photos, que certains considèrent comme superficielles. Mais est-ce une raison pour la traîner ainsi dans la boue? Évidemment non. En plus, toutes les preuves fournies par les autorités tendent à prouver qu'elle a raconté la vérité. Le reste, ce ne sont que des rumeurs diffusées par les médias pour vendre encore plus de papier et se faire de l'argent sur cette histoire. Cela dit, je peux quand même comprendre la méfiance des gens, car des coups montés, ça existe aussi, comme on a pu le voir dans plusieurs affaires, par exemple l'affaire Chéri Papini, cette mère de famille qui a prétendu avoir été enlevée et torturée, alors qu'en fait elle était juste chez un ami. Alors je n'ai pas traité cette affaire sur la chaîne, ce sera peut-être pour une autre fois si ça vous intéresse d'en savoir plus. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour, j'espère que vous avez apprécié l'écouter, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes, à bientôt.